Bonjour à tous. Ça va être un peu compliqué de passer après ces deux merveilleux intervenants parce que vraiment ils sont extrêmement précis, sourcés, scientifiques, etc. Et moi j'ai été appelée pour un témoignage en fait. Ça fait 35 ans que je fréquente le centre et à chaque fois j'arrive ici et je retrouve cette même atmosphère. Je pense que c'est pareil pour vous, les visages amis, etc. Et voilà, donc je suis venue pour vous présenter mon témoignage sur une idée de ce qu'est Holistic Balance Within Without, qui était le thème de ce symposium. Chercher, créer dans sa vie un équilibre holistique à l'intérieur et à l'extérieur de soi, pas à pas. De nombreuses traditions évoquent, et chacun d'entre nous, lorsqu'on est sensible à la santé, ou lorsqu'on pratique le yoga, ou que l'on est en quête de développement personnel, recherche cet état d'équilibre global de l'être. Tout le monde s'accorde à dire qu'il nous faut pour cela découvrir à apprendre et à nourrir son être physique, son être mental et son être psychique. L'être physique, le corps, notre squelette, nos muscles, nos tendons, nos organes, nos sens. Ce corps, ce véhicule qui nous permet d'explorer le monde qui nous entoure. L'être mental, source de toutes les réflexions, analyses, l'intelligence, la cognition, notre mémoire, notre identité. Et l'être psychique, source de la vie intérieure, ce lieu où s'exprime l'amour, la conscience et la joie profonde. L'être psychique qui soutient le corps et le mental dans l'évolution. Je dis ça pour qu'on soit sûr de parler de la même chose à chaque fois, parce qu'on a différentes dialectiques et différents mots pour considérer toutes ces parties du corps. Donc, pour moi, la notion d'équilibre a été le départ de mon expérience dans la danse. Donc, j'ai été danseuse et l'équilibre était une quête de chaque instant. J'ai joué depuis le plus jeune âge avec ou contre la gravité. Sentir les appuis de mes pieds sur le sol, puis être sur un pied, puis sur un pied, sur la pointe du pied, en décalant mon corps, la tête, en jouant avec mes bras, en sautant, en glissant. Bref, défiant chaque fois un peu plus les lois de la pesanteur. Très vite, je constatais que ça m'était rendu plus facile si je portais le bon collant, la bonne tunique. J'étais un petit peu jeune et du coup, toutes ces petites choses étaient assez sensibles et ça m'apportait une dimension différente. Et puis, encore plus motivée par un prof génial, passionné, ou en offrant au chorégraphe avec lequel je travaillais un geste absolu. J'avais 17 ans, je faisais mes premiers pas dans le monde professionnel de la danse, et à cet âge, ni le manque de sommeil, ni l'alimentation appropriée n'interféraient dans mes performances. J'arrivais à juguler tous les petits problèmes, les fatigues, etc., juste par la passion, l'énergie transformatrice du mouvement, ou la réponse à des objectifs qu'on me fixait ou que je me fixais. En effet, à certains moments, je ne savais plus qui, du mouvement ou de moi, lequel guidait l'autre. L'équilibre physique était donc lié aussi à mes sensations, mes envies, ma volonté. D'ailleurs, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, on a tous entendu cette petite phrase que glissent les enfants. « Maman, je voudrais avoir des baskets qui courent vite » ou « J'ai eu une très très bonne note, la maîtresse était super contente » ou alors « J'ai décroché un contrat d'enfer, je vais avoir une super augmentation ». Bref, en effet, beaucoup d'entre nous sont sensibles à la stimulation extérieure, en quête de reconnaissance, d'amour, d'attention. Le regard de l'autre, son approbation, deviennent alors essentiels, incontournables. Et puis j'ai commencé à enseigner la danse, à monter des spectacles aussi. Vous m'excusez, je suis un petit peu émue sous pression, donc du coup je vais un petit peu vite peut-être. Et donc là, j'étais donc avec des enfants, des adolescents, des adultes qui venaient partager le mouvement. Et un peu plus tard, j'ai déménagé, je suis allée vivre en montagne. Et là, j'ai évidemment été complètement époustouflée par la verticalité et j'ai eu envie d'explorer cette verticalité. Alors, je me suis mise à grimper. Là, la conscience de l'équilibre changeait un petit peu. Évidemment, quand on grimpe, d'abord, il faut avoir une bonne lecture du rocher, être en communication avec la nature, avoir confiance au matériel, à la personne qui vous assure. Donc, la notion d'équilibre changeait. Et puis, la moindre inattention pouvait être fatale, hein, donc il fallait quand même être vraiment là.
Il ne s'agissait plus alors de tenir en équilibre sur un pied et faire des cabrioles, que l'on pourrait qualifier d'équilibre purement physique, mais là, il s'agissait de travailler sur son mental, d'être connecté aux éléments ou à la nature. Et n'étant plus dans ma zone de confort, il fallait aussi que je commence à avoir un sommeil régulier, une alimentation équilibrée. Bref, je commençais à organiser mes entraînements et à gérer mes efforts et mes repos de manière plus équilibrée. Et puis, comme une évidence, j'ai eu envie de créer des spectacles combinant mes deux passions. Ainsi est née pour moi la danse escalade, où là, exprimer, aller au bout du mouvement, juguler les lois de la gravité, faire confiance au matériel et à la personne qui vous assure, comme je vous le disais tout à l'heure, était extrêmement déterminante dans la réussite d'un spectacle ou d'une chorégraphie verticale en toute sécurité. Cette pratique artistico-sportive requérait donc un équilibre plus global où le physique, le mental, la source de créativité et d'expression, les éléments extérieurs et intérieurs interféraient. Et du côté de l'enseignement de la danse, j'ai observé quelque chose qui m'a énormément touchée. C'est que quand j'avais 15 élèves ou les danseurs de ma compagnie, que je leur proposais une chorégraphie, eh bien, c'était évidemment le même geste, le même enchaînement de mouvements, mais au bout d'un moment, les personnes qui se l'appropriaient, eh bien, transformaient, interprétaient le mouvement, et je commençais à avoir autant de chorégraphies singulières que d'individus. Ce qui m'a fait penser à un moment donné que l'histoire de chacun, eh bien, passait à travers le mouvement. Il y avait donc une espèce d'empreinte comme ça dans le mouvement de chacun qui était due à ses mémoires, à son histoire, etc. J'ai eu envie donc de découvrir ce qui se passait dans le corps et j'ai approché le monde du massage. Vous comprenez pourquoi je suis ici aujourd'hui en fait. Hein? Ben oui, le massage ayurvédique, l'ayurveda, Kiran, Tapovan, le yoga, la méditation et l'Inde sont venus à moi. Je suis venue pas à pas l'ayurveda. Kiran fait son entrée en matière dès le premier cours avec la définition de l'ayurveda. Tout le monde connaît la définition de l'ayurveda, j'imagine? Ouais. Très bien. Donc c'est une médecine basée sur la connaissance de la vie, de l'énergie vitale. Le postulat de base, vous le connaissez aussi. L'univers est constitué des 5 éléments. Nous sommes une partie de l'univers, donc nous sommes justement constitués de ces 5 mêmes éléments. Tout cela, plus quelques 5000 ans d'expertise et de durée, ça force le respect quand même. Hein. Et puis on commence la pratique. Et je suis cobaye pour la démonstration du massage du dos. Kiran, on était censé apprendre justement par recevoir et donner ensuite. Hein, tout le monde aussi, les élèves qui sont là aujourd'hui, connaissent le principe. Kiran pose ses mains sur mon dos. Et là, je décolle, je rêve, je découvre une sphère complètement différente. Je suis touchée, bouleversée. Et puis je reviens comme par magie à la fin du massage où il dit « Et vous remerciez la personne de vous avoir donné la chance d'être massée par lui ». Et bien là, à ce moment-là, je reviens comme par magie à la fin de cette petite phrase. Et là, je suis totalement convaincue. Donc je commence la formation avec lui. Mais plus profondément, c'est une autre partie de ma vie qui commençait. Le reste de ma vie, en fait. Juste là, il y a 35 ans à maintenant. Merci beaucoup, Kiran. C'est l'Ayurveda qui a constitué les fondations de mon développement, de ma sensibilité au sens de la conscience, une forme d'ouverture, d'éveil de ma conscience, justement. Ainsi a commencé ma quête d'un équilibre holistique. Tout d'abord avec la compréhension des différentes constitutions, que vous connaissez aussi, la compréhension aussi du fonctionnement du métabolisme où toute nourriture, appropriée de préférence, chemine et se transforme pour nourrir tout notre être, nos organes, chaque cellule, chaque couche de notre corps, jusqu'à lui donner son immunité, sa force vitale et même sa lumière, que l'on nomme Ojas. C'est magnifique, waouh, j'ai envie de dire. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Et moi qui avais toujours fait un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, je commençais le chemin inverse. Par les massages, en les recevant, ils m'ont ramené à moi-même en profondeur, ils ont stimulé l'élimination des tensions, des toxines, enfin tout ce qu'on connaît à partir des massages qui font partie de la technique, mais aussi ils m'ont fait voyager au plus profond de moi. En les donnant,
que je suis devenue ensuite masseuse ayurvédique. En les donnant, ils ont ouvert mon cœur en acceptant avec gratitude toutes sortes de corps différents et en enveloppant chaque personne avec toute la bienveillance et l'attention possible, avec une nécessité accrue d'être centrée, alignée, qui sera en fait un double fait positif parce que je commencerai, à chaque fois que je donnerai un massage, à être dans une sorte de méditation en mouvement. Les personnes qui pratiquent le massage doivent dans la répétition comme ça, on a tous ressenti cette nécessité d'être très alignés et du coup, on rentre dans une espèce de conscience comme ça, de paix intérieure qui fait que on médite en fait en faisant notre mouvement. Ça nous dépasse un peu tout ça. Je ne sais pas si vous avez vécu cette chose, mais je pense que oui. Et puis l'alimentation. En Ayurveda, vous savez aussi qu'on s'alimente selon notre constitution, les moments de l'année, et puis aussi les dérèglements de la santé, pourquoi pas. Le yoga. Vous savez aussi ce que signifie yoga en sanskrit? Bon, parfait. C'est l'union des trois dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, il y avait eu la danse, et j'avais beaucoup de chance de travailler avec des professeurs conscients et surtout un chorégraphe, Peter Goss, qui nous préparait en fait au travail chorégraphique avec la méthode Feldenkrais. D'ailleurs, je pense que la personne qui est passée juste avant, c'était du Feldenkrais, parce que vraiment, j'ai reconnu absolument cette espèce de liberté du mouvement, d'efficacité du mouvement sans contrainte, un mouvement et puis alors une induction de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il vous a fait bouger le bras en imaginant un fil qui vous soutient au niveau de la main, et en fait, c'est ça. La méthode Feldenkrais, ça utilise des mouvements pour faire bouger d'autres parties du corps par induction de mouvement. Et du coup, ça ne passe pas par le contrôle du mental. C'est vraiment directement, ça passe par le système neurovégétatif. Ça évite tout plein de crispations inutiles qui nous fatiguent beaucoup et qui empêchent le mouvement d'être complètement libre. Donc c'était très bien qu'il passe à ce moment-là, je suis un peu comme toi. J'ai senti que... Et demain matin à 11h, il y aura une séance de Feldenkrais. Je vous invite à y aller. Une thérapeute. Oui. Il y a d'abord le 7h30. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, évidemment, quand je parle du yoga, j'ai eu aucun mal à me fondre dans les différentes techniques du yoga. Parce que quelque part, il y a cette même intelligence, en fait. En tout cas, j'avais ce spectre-là, donc je travaillais de cette manière-là. Et j'étais dans cette mécanique du squelette, où l'organisation d'un mouvement sans contrainte, le développement de la conscience de son schéma corporel, faisait que je me sentais ici, complètement incarnée, dans mon corps, fluide. C'est vraiment une sensation absolument incroyable. Quand on commence à travailler comme ça, d'ailleurs vous avez vu Yann, quand il faisait les mouvements, il avait presque le visage qui s'apaisait comme s'il allait dormir, non ? C'est parce qu'en fait, ça nous apporte un tel calme, une telle tranquillité, que ça nous mène presque à un état méditatif. Pour moi, la méditation, c'est justement cet exercice, enfin, cet état où on découvre une sorte de vacuité de l'esprit, de paix intérieure, des états de conscience modifiés où tout est, tout simplement. Dans la pratique, il y a des moments de grâce où, juste après quelques respirations, on arrive à cet état très tranquille, etc. Puis il y a des moments où les pensées n'arrivent pas à s'arrêter. On a vraiment une espèce de petit vélo qui n'arrête pas de pédaler. Et c'est souvent parce qu'on attend un résultat, justement. On projette quelque chose. En tout cas, c'est l'expérience que je peux avoir. Et si c'était juste la pratique qui était importante, juste pratiquer régulièrement. Et c'est juste l'absence d'attente, l'absence d'attente de résultat qui faisait qu'on lâchait. Un petit peu comme là, on ne se dit pas « je vais lever mon bras » et il y a tout un tas de muscles qui se mettent en route, mais juste le bras se lève parce qu'il y a un fil. Donc on détache l'attention de l'objet. C'est exactement la même chose dans la pratique. En fait, on commence à lâcher et à sentir cet état de paix intérieure quand on arrête de lutter contre ses pensées, en fait. On ne leur donne plus de force. Voilà. Je commençais donc à avoir une notion de ce qu'est un équilibre plus holistique et pas l'équilibre physique de la danseuse du départ. Et puis malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, il y a la vie. La vie avec l'autre, les autres.
les événements, les surprises, bonnes ou moins bonnes. La vie s'occupe de nous faire goûter, sentir, lire, aimer, toucher, expérimenter, aimer. La vie permet des rencontres avec des êtres qui nous accompagnent, qui nous mettent sur le chemin, qui nourrissent notre être. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Mais comme le Bouddha le dit, il ne reste rien de constant, si ce n'est le changement. Alors prenons l'exemple d'une rencontre, par exemple, l'autre. Une personne qui vient à nous, on va à une personne, et elle nous touche d'une manière différente, un peu spéciale. Alors on veut lui plaire. On veut la comprendre, on veut entrer dans son univers, on commence à changer son rythme, ses routines. On s'adapte, on se suradapte même parfois. Et peu à peu, notre équilibre se dérègle, voire se délite. Donc tout ce qu'on a prévu au départ avec les pratiques, avec cette espèce de bonne conscience de tout ce qu'on fait, etc., qu'on a appris, tout s'écroule. Tout s'écroule petit à petit et on arrive à ce moment de rupture en nous, de rupture en l'autre, de rupture au système en fait. Et puis on se retrouve dans une situation où le tourbillon des émotions nous a embarqués et on ne peut plus se réajuster. Ça nous épuise, ça nous fait douter, ça nous rend craintifs, tristes ou en colère. Mais on continue à avancer. On repousse nos limites. On sent bien le caillou dans la chaussure qui fait mal, hein, mais on veut tellement y arriver. Je parle là, on peut croire aussi qu'on a rencontré une personne qui nous a fait du mal et qui est vraiment négative, vraiment mauvaise. En fait, ce serait vraiment se tromper. Pourquoi on y est allé aussi? À ce moment-là, on se rend compte que c'est une personne qui vient éclairer, justement, comme le disait le premier intervenant, voilà, exactement, qui en fait parlait des choses négatives, qui venaient des pensées, etc., et qui en fait ne sont que des personnes qui viennent révéler nos zones d'ombre. En fait, ils nous aident, ces personnes-là. Elles nous aident, pardon. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'en sorte un petit peu. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut garder cet équilibre holistique qu'on avait travaillé au départ? Comment est-ce qu'on peut le préserver dans notre contact au monde et à la vie? Alors, on recommence, il y a nourrir son être physique, son être mental et son être psychique. De quelle manière, par exemple? Nourrir son être physique. Le mouvement, par exemple. Hein. Donc le yoga, le qigong, quoi que ce soit, le golf, la navigation, la natation. Même la course à pied, par exemple. Moi qui ai horreur de courir, j'habite en montagne, donc c'est vraiment c'est pas le petit footing dans la forêt de Rambouillet. Et bien dans un moment de ma vie où j'étais extrêmement touchée, j'ai perdu mon compagnon en montagne justement, et bien la course à pied m'a énormément aidée. Je détestais ça et je me suis dit, il faut vraiment que je réagisse parce que j'avais mon psychisme qui était vraiment touché et très affaibli. Et du coup, je me suis mise à courir. Vous savez, en montagne, on arrive vite à être un peu en extrémité de nos capacités. Donc, quand j'étais dans le rouge physiquement, ça me fatiguait, ça me secouait. Je savais qu'en plus, il y avait toutes ces vibrations quand je courais qui faisaient mal à mon corps, que j'avais tellement bien nourri jusque-là, tellement bien avec la danse, avec le yoga, etc. Mais en fait, ça avait la vertu de réveiller ce Ayu de l'Ayurveda. Ça réveillait mon énergie vitale, mon instinct de survie. Et ça me donnait des forces incroyables. Et quand vraiment j'étais au bout, en sentant un petit peu ce goût dans la gorge, là, du sang, je me disais, ça commence maintenant. Et chaque pas que je faisais, c'était en fait une victoire contre mon désarroi, mon sens de l'injustice, d'avoir perdu mon compagnon, ce sens aussi de la colère parfois. Et chaque fois, c'était une victoire. Donc, vous voyez, il y a quand même de multiples façons de réagir et de nourrir son corps, et même dans des situations un peu extrêmes, d'aller corriger quelque chose ou réveiller quelque chose en nous. Cet instinct de vie, cette force vitale incroyable. Voilà. L'Ayurveda propose évidemment beaucoup de solutions. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est vrai que souvent, il y a quand même pas mal de situations dans lesquelles on peut être sauvé ou aidé par l'Ayurveda, par la nourriture aussi, etc. Voilà, donc en fait, pour finir un petit peu sur je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps en plus, donc il faut que je coupe un petit peu. Pour finir sur ce sujet de trouver un équilibre holistique à l'intérieur et à l'extérieur de soi,
Quand on a des techniques et des petites trousses de survie comme ça que l'on peut travailler, eh bien, il faut les garder en soi, bien sûr. Quand quelque chose arrive, qu'on rencontre une difficulté dans sa vie ou une rencontre d'une personne, etc., à ce moment-là, sortir ces petites survies, nourrir son être physique, son être mental et son être psychique. Et surtout, même quand on pense qu'on a une certaine stabilité dans notre équilibre holistique, ne jamais arrêter cette pratique. Parce que c'est elle qui structure complètement notre vie de chaque jour, qui soutient complètement notre être physique, notre être psychique et notre être mental. Voilà. Donc je vous invite juste à penser justement à nourrir chaque jour et à pratiquer chaque jour ces petites nourritures de manière à ce qu'on garde cet équilibre holistique à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup.